Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Beaucoup de réactions évidemment sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Sur la plateforme, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez interagir en direct dans l'émission. La Guinée a 2 ans de la fin du dernier mandat du président Alpha Condé, l'actuel locataire du palais Sékou Touréa. Dans cette perspective, les grandes manœuvres politiques se préparent, les différents camps politiques aussi fourbissent leurs armes. Enjeu des législatives donc prévues au plus tard dans le premier trimestre 2019 et une présidentielle en 2020, des échéances qui s'annoncent décisives pour un nombre de formations politiques qui comptent y jeter toute leur énergie, notamment pour empêcher donc ou minimiser les irrégularités et autres défaillances qui émaillent généralement les élections en Guinée, d'où toute l'attention portée aux conditions à réunir pour conférer à ces élections toute la transparence et toute l'équité requise. Comment l'UFR envisage-t-elle ces grands rendez-vous? Comment garantir la sincérité des élections en Guinée? Que faire pour sortir de l'impasse politique actuelle? Le président de l'UFR avec nous dans ce studio, Monsieur Sidya Touré, il faut le rappeler, président de l'UFR, avec nous pour continuer le débat. Pour continuer le débat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le président de l'UFR, l'actuel Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, était devant les députés il y a 2 jours pour décliner les grands axes de sa politique générale. On imagine que vous avez suivi ce discours. Première question peut-être, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous, à partir de ce discours, si jamais il avait les coups de franche, on peut espérer pour notre pays, pour une petite rupture, notamment dans le cadre de la lutte et de la moralisation de la vie économique? Il a réitéré sa volonté de combattre la corruption. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas suivi le discours parce que j'étais en bureau politique. Nous sommes en pleine restructuration du parti. Okay. Le dernier rapport m'a été remis ce jour-là et nous sommes restés en réunion pendant 3 heures. Bon, j'ai entendu des échos, ceux de nos députés qui ne sont pas venus à la restructuration. Nous avons un peu fait le compte-rendu. Le discours, je pense qu'il est en ligne avec ce qu'on peut souhaiter. Maintenant, bon, nous verrons. Il faut quand même au moins 100 jours pour commencer à réfléchir à tout ça. Vous croyez à ces annonces dans le cadre de la lutte contre la corruption notamment? Il y a 2 cadres qui en ont fait déjà les frais, qui ont été relevés de leurs fonctions. Dans le décret, il a été indiqué sur proposition du Premier ministre. Et vous sentez la rupture venir? Est-ce que le Premier ministre Kassory peut aller jusqu'au bout? Le Premier ministre vient d'arriver. Donc j'espère que ces dossiers-là ont dû être étudiés avant. Parce que sinon, ce serait un peu trop tôt, non? Ouais. Donc je dis, attendons au moins 100 jours pour parler de tout ça. Voilà, alors on va revenir en arrière. On a vu 2 opposants faire leur entrée dans le gouvernement. Entre-temps, bien avant, il y avait un cadre de l'UFR dans ce gouvernement. Peut-être un commentaire là-dessus? Non, nous avons décidé à la suite des élections communales, après discussion avec le chef de l'État, et nous avons décidé que nous n'enverrons pas de ministre à ce gouvernement bien avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Nous avons un problème sérieux aujourd'hui en Guinée. Oui. Nous avons attendu 8 ans pour faire des élections communales. Ouais. C'est extrêmement important parce que s'il y a des élections qui sont importantes pour la base, ce sont ces élections-là. Ce sont des élections qui les concernent directement au niveau des communes rurales et autres. Oui. On a attendu 8 ans pour le faire. Nous avons fini par faire dans des conditions que tout le monde connaît. Nous sommes encore en discussion parmi les 3 groupes parlementaires, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'UFDG. Nous avons porté plainte pour un certain nombre de choses qui ne tiennent pas la route. Ouais. Les résultats ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes au vote de nos citoyens. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il faut qu'on trouve des solutions. Des propositions ont été faites de l'UFR, de l'UFDG et je pense aussi du RPG. Il faut que cela se tranche. Il faut qu'on trouve une solution politique pour sortir de là parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Sur le terrain,
les mairies ne fonctionnent plus. Ce sont les secrétaires généraux de mairie qui sont nommés par le ministère de l'administration du territoire qui sont en train de gérer les mairies. Alors ça, c'est un retour en arrière qu'on ne peut même pas expliquer parce qu'avant, il y avait des délégations spéciales. Oui. À un moment donné, on avait réussi à mettre 2 ou 3 conseillers des partis pour essayer de faire en sorte qu'on y participe. Aujourd'hui, non. C'est juste le secrétaire général nommé par le ministère de l'administration du territoire. Alors ça me semble être quelque chose de totalement inacceptable. Il faut qu'on s'entende bien. Moi, j'ai des relations très bonnes avec le RPG, tout ce qu'on veut, mais nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a eu un casting, Monsieur le Président, ou pas du tout? Non, il y a une volonté délibérée de revenir encore une fois à une gestion de l'ensemble. Si vous n'avez pas accepté cette fois-ci que un militaire de l'UFR fasse partie du gouvernement, c'est parce que quelque part, il y a une déception. Mais je suis en train de vous expliquer la raison, l'une des raisons fondamentales. Oui. Une fois qu'on a ces secrétaires généraux qui gèrent les mairies, mais qu'est-ce que la prochaine fois vous allez dire à vos électeurs pour dire « allons aux élections ». On ne peut pas leur donner les résultats des élections. Ils ne voteront pas. Oui. Donc je dis ceci est totalement inacceptable. J'ai entendu un jeune que vous avez reçu de la société civile dire un certain nombre de choses ici concernant les exécutifs communaux, mais je le rejoins totalement. Nous n'accepterons pas ça. Arrivé à un moment donné, si cela ne se fait pas, nous serons de ceux qui vont organiser une désobéissance civile par rapport à ces questions-là. Oui. Il n'est pas question qu'on attende 8 ans pour avoir des élections, qu'on attende 5 mois pour avoir des résultats, et que tranquillement, le gouvernement continue de gérer les mairies. Ça n'a pas de sens. Donc les questions dont on parle aujourd'hui, sur l'assainissement, il faut des maires pour faire ces choses-là. Aujourd'hui, aucun des partis en dehors du gouvernement de Guinée n'a la gestion de quelque mairie que ce soit. Mais comment voulez-vous qu'on accepte ça? On a voté pour quoi? Ouais. Vous êtes le haut représentant du président de la République. Beaucoup disent beaucoup disent qu'il y a beaucoup non. Je crois que les choses évoluent. Oui. Nous avons commencé par dire que le parti n'a pas envoyé de membre du gouvernement. Aujourd'hui, on va droite à dire qu'il y aura un divorce avec... Nous sommes en train de discuter avec le RPG. Oui. Où nous arrivons à une conclusion positive de notre collaboration, où on n'y arrive pas, tout le monde tirera les conséquences, à commencer par nous. Cette collaboration, elle tient de quoi aujourd'hui? De quoi? C'est sur le débat électoral. Oui, mais elle n'existe aujourd'hui que par votre la fonction que nous sommes en que vous incarnez. Les grandes gueules. Incarner, c'est une chose, oui. On m'a nommé à un poste. Un poste qui, comme je l'ai dit toujours, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de budget, je ne travaille pas là-bas. Mais c'était un problème politique de rapprochement avec le RPG que je voudrais bien trouver, pour lequel je voudrais bien trouver une solution. S'il n'y en a pas, mais écoute, il n'y en a pas. J'ai entendu mon ami Kouyaté d'ailleurs, qui me reprochait un peu ce problème. J'ai dit, mais écoutez, c'est une bonne chose. Non, je dis que... Je n'ai rien contre ceux qui ont des opinions divergentes sur cette discussion que j'ai avec le RPG. Mais franchement, Kouyaté, j'aurais aimé qu'il soit un peu là, quoi. S'il était là, la force qu'il représentait avec l'UPG, avec nous-mêmes, on aurait formé un groupe beaucoup plus important. Mais vous comprenez aussi son état d'âme quand il dit qu'il ne peut pas s'associer avec l'UFR. Les grandes gueules. J'aimerais bien, je dis, vous savez, 5 ans, c'est long. En 5 ans, il a fait une semaine ici. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne un peu. Et peut-être qu'à la suite de ce que nous allons arrêter ensemble, nous prendrons certaines décisions. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président? Qu'il soit présent, bon sang, le débat politique se passe en Guinée. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que vous vous sentez faible? Là, je parle de l'opposition en général. Vous vous dites, écoutez, pas la peine de rester de l'autre côté ou quand même on fait des manifestations, mais on n'obtient pas ce qu'on veut. Est-ce que d'ailleurs, il vaut mieux ne pas avoir une position un peu plus calme, avec moins de bruit, mais où on peut contribuer? Non, nous avions... C'est lui et moi, nous sommes tous des libéraux. Lui et moi, on est vice-président de l'Internationale libérale. Et d'ailleurs, nous recevons, lui et moi, les rapports sur la corruption en Guinée. Donc, on a des informations, on a les documents. Donc, on avait des raisons d'aller de l'avant. Mais la vérité est que, dans le cadre de cette collaboration, nous n'étions plus à l'aise dans la mesure où il n'existait aucune perspective pour l'UFR. Donc, nous avons tenté d'avoir une négociation, une discussion avec le RPG qui est en cours. S'il n'aboutit pas, il aboutira au même résultat auquel nous avons abouti avec l'UFDG. La question qui me tarde l'esprit, Monsieur le Premier ministre, c'est
En fait, on a l'impression qu'il y a un blocus total. Récemment, nous avons écouté des représentants du RPG qui disaient que parce que l'opposition républicaine a menacé de reprendre les rues, si rien n'est fait, si on n'a pas les résultats, si on ne réussit pas à installer les exécutifs communaux, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a l'impression que rien ne bouge et que les élections législatives pointent à l'horizon. Est-ce qu'il n'y a pas risque de glissement de calendrier? Est-ce qu'on ne risque pas de reporter, finalement que ces exécutifs communaux ne soient pas installés jusqu'en 2020? Non, c'est ce que nous trouvons inacceptable et que nous n'accepterons pas. Ça, je peux vous garantir que l'UFR ne s'inscrira pas dans ce débat. Nous ne pouvons pas avoir mené campagne après 8 ans d'attente, avoir des élections dont on connaît les résultats, et puis s'asseoir et regarder l'administration gérer les mairies où vous avez gagné des élections pour préparer les élections législatives avec ces représentants de l'administration. Ça, c'est un suicide collectif. Ça, nous n'allons pas le faire. Donc, les exécutifs communaux doivent être mis en place. Oui. Je crois que c'est là où, tantôt quand j'ai parlé, vous m'avez dit, oui, mais le leadership, tout ça, il faut que le Premier ministre tienne compte de ceci. Tout n'est pas l'économie. L'environnement est extrêmement important, si vous voulez, pour faire évoluer un pays. Ouais. Cet environnement, il est absolument nécessaire. Il faut une paix sociale, non seulement donc au niveau des syndicats, mais il faut une paix politique. Mais tout ça ne peut pas aller dans le sens... D'où l'inquiétude de Mme Yoro, qu'il y ait un glissement de calendrier. Non, attention. Moi, si cela se faisait... Nous n'accepterons pas de glissement, nous n'accepterons pas autre chose mais que... comment l'empêcher? Les grands cœurs. Aujourd'hui, ce glissement. Je dis, voilà maintenant où on arrive au problème du leadership. Oui. Quand vous gérez un pays, vous devez faire en sorte, comme le père de famille, vous avez tous une famille, vous n'y mettez pas des problèmes entre vos enfants et vos femmes toute la journée. Vous faites en sorte qu'il y ait une paix chez vous. Oui. C'est ça qui va aussi favoriser l'économie. Il ne faut pas croire qu'on peut faire l'un sans l'autre. Donc nous disons, sur ce plan-là, nous sommes fermes là-dessus. On ne peut pas faire des élections et que les résultats soient confisqués par l'État. Donc vous êtes favorable à l'installation, si vous voulez, des conseils communaux autour desquels il n'y a pas de contentieux? Non, nous ne sommes pas favorables pour ça. Pourquoi? L'ensemble des contentieux se trouve en Basse-Guinée, dans les fiefs de l'UFR. Si vous faites ça, vous allez avoir des exécutifs communaux installés partout en Guinée, mais chez nous, vous allez avoir des délégations spéciales dont vous ne sortirez jamais. On a déjà eu ça. On a eu 8 ans de délégations spéciales. Je ne reviens pas aux délégations spéciales. Il faut que, dans pleine maturité et dans la perspective d'avoir un pays calme, un pays où peut-être le gouvernement peut déployer son programme économique et réussir quelque chose, nous nous asseyons et que monsieur le chef de l'État permette que nous sortions de cela, parce que c'est des choses qui ont été créées à cause de la fraude. Mais quelle approche de solution, monsieur Sidia Touré? Faut-il, puisque si vous êtes opposé à l'installation des exécutifs communaux dans les circonscriptions où il n'y a pas de problème, les grandes donc vous voulez que tout se fasse au même moment, alors quelle approche de solution, alors qu'on sait que vous avez tous rencontré le président de la République, vous, le président de l'UFDG également. Il a été, le comité de suivi a été chargé d'apporter, de trouver une solution politique à ce différend électoral. Où nous en sommes aujourd'hui et comment en sortir? Est-ce qu'il faut reprendre les élections? Le comité de suivi des 3 groupes parlementaires se retrouve, discute de ces questions. Il y a des positions quelquefois contradictoires, mais je dis qu'il est possible de s'en sortir. Il faut un peu de volonté politique. Nous disons, même si nous acceptions ces résultats, il faudrait que les gens reconnaissent que quand vous prenez la commune de Matam, par exemple, sur 245 bureaux de vote, on nous a annulé 84 bureaux de vote, dans lesquels, partout, l'UFR est majoritaire. Vous ne pouvez pas me dire que, parce que le tribunal de première instance, qui ne devrait pas arbitrer ce genre de choses, a dit qu'on a annulé tout ça, qu'on doit pouvoir aller de l'avant. Il faut reconnaître des fois qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et que les magistrats qui ont fait cela soient poursuivis et que l'État, ou tout au moins le RPG, reconnaisse qu'il y a des solutions qu'il faut apporter. Je dis, tout ce dont on est en train de discuter dépendra la suite du développement économique de ce pays. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Bien. Donc nous avons cette solution. L'UFDG souhaitait qu'on fasse des élections dans les quartiers. Ce n'est pas possible.
Un quartier n'est pas une circonscription. Donc si on veut faire les élections, moi je ne suis pas contre. On reprend dans l'ensemble de la circonscription, on refait les élections. Mais il n'est pas question de continuer à parler comme ça pendant que je dis nous ne sommes même plus responsables dans les mairies où on était en place avant les élections. C'est un recul total. Bien. Le président de l'UFR, notre invité ce matin chez les juges. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière, monsieur le président. Vous avez parlé tout à l'heure de peur de famille. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'UFR est infiltré? Infiltré, mais c'est normal. Les partis sont infiltrés. Oui, non, il y a des gens qui travaillent pour vous, d'autres qui travaillent contre vous, d'autres... C'est normal ça, c'est l'abus politique. Mais il appartient au responsable principal de savoir garder la tête froide et savoir où on va. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Non, il y a des on gère. On gère, bien. Allez-y, Mohamed. Le fichier électoral Les grandes gueules. est notre nœud gordien complètement du système électoral guinéen. Aujourd'hui, de l'avis de plusieurs experts, si on veut se lancer dans une opération d'audit de ce fichier-là, cela pourrait nous prendre, au bas mot, pratiquement 6 mois. Alors, est-ce que, à votre avis, faut-il aller aujourd'hui vers cet audit et avec quels acteurs? Parce que déjà, un parti politique de l'opposition, notamment l'UFDG, refuse le fait que ce fichier soit audité par les seuls experts de l'OIF. Non, c'est clair, nous-mêmes nous refusons cela. Donc la question, elle est claire. Depuis 2009-2010, nous avons eu 5 opérateurs différents qui sont intervenus dans le fichier guinéen. Vous verrez ça nulle part au monde. Donc il y a énormément de doublons. Mais il y a également des électeurs fictifs, nous savons. Oui. Dans certaines zones, dans certaines régions, nous allons à des élections déterminantes, notamment les élections législatives. Il est clair qu'on doit revoir ce fichier. Mais il est aussi clair que nous n'accepterons pas que ce soit une structure seule désignée par le gouvernement qui fasse ce travail. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un débat pour mettre en place avec la CENI les termes de référence pour cet audit. Mais peut-être qu'on se prononcera dessus et qu'on se mettra d'accord. Vous ne craignez pas que cela puisse impacter assez négativement le délai imparti, puisque les élections, normalement, doivent avoir lieu dans le premier trimestre de l'année 2019? Je reviens toujours au même problème. Regardez le Mali, ils sont en guerre. Ils vont faire des élections dans un mois. Vous comprenez? Au Sénégal, les élections se font à temps. En Côte d'Ivoire, cela se fait à temps. Si on n'arrive pas à faire les élections à temps, c'est qu'il y a des gens qui veulent ça. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut ça à part le pouvoir. Parce que pourquoi est-ce que nous, on ne trouve jamais une solution? Un expert m'a dit, on est arrivé chez vous ici il y a 3 ans et demi, quand j'ai été reçu par la communauté internationale, pour vous aider dans le cadre du développement. Je me disais, je vais en Guinée, je vais travailler sur tel projet, tel projet. Il dit, depuis 3 ans et demi, je passe mon temps à faire des dialogues qui n'aboutissent jamais. C'est une volonté délibérée de tenir le pays dans cet état. Et je peux vous dire une chose. Si nous continuons à être de manière instable comme cela dans le pays, il n'y aura aucun développement économique et social. C'est clair, c'est net. Donc, si on veut sortir de là, il faut qu'on ait un intérêt à présenter un bilan. Dans ces conditions, vous faites en sorte que les choses se résolvent et qu'on puisse aller de l'avant. Bien sûr que si vous ne voulez pas, on peut traîner dessus autant qu'on veut. Alors, l'autre risque face à ce dysfonctionnement total, c'est une transition. Il y a quelques personnes du côté de l'opposition qui pensent que c'est possible à ce rythme. Transition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire où carrément, on assiste à une transition, il ne s'agit plus d'avoir les hommes politiques, l'armée, parce qu'il y a un dysfonctionnement. Écoutez, ça, je ne vais pas m'aventurer dans ça. La date de l'élection présidentielle, c'est 2020 de toute façon. Une chose est sûre, ça ne peut pas bouger, de quelque manière que ce soit. Les autres élections, on pouvait encore en discuter, mais en 2020, il y aura des élections présidentielles en Guinée aux dates indiquées par la Constitution. À part cela, allez-y. Si tu permets, Mohamed Mara, à part cela, à part le fichier électoral, Monsieur le Président, il y a également la loi sur la CENI. Nous apprenons que la loi est arrivée au Parlement, mais que le partage, par exemple, au niveau du texte au niveau des différentes commissions ne s'est pas fait comme cela se devrait. Vous êtes au Parlement, qu'en savez-vous réellement? La loi sur la CENI. Il y a une discussion parce qu'il y a des propositions, mais vraiment ce sont des détails. Il y en a qui proposent de réduire le nombre des membres de la CENI parce qu'on trouve que c'est pléthorique et que ça ne sert à rien. On veut passer de 25 à 15, d'autres à 17. À l'intérieur de ça, il s'agit de savoir la mouvance prend combien, nous à l'opposition, combien on prend, ainsi de suite. Ces débats sont en cours. Ce sont des discussions. Où vous situez-vous, voilà, l'UFR, et quelle forme la nouvelle CENI devrait prendre?
Quel type de CENI? Mais c'est la même CENI, la CENI telle qu'on l'a éditée, avec des hommes nouveaux, avec peut-être un système de contrôle plus renforcé. Mais l'idée, non, ça ne veut rien dire une CENI technique. Vous connaissez la Guinée. Si vous mettez des gens qui viennent de partout, ceux qui ont l'argent mettront l'argent et puis après vous n'aurez plus de CENI technique, vous aurez une CENI corrompue, point. Bien. Au moins si vous avez des délégués des partis politiques, s'ils ne vous machinent pas, il y en a un ou deux qui viendra au moins vous faire le rapport de ce qui se passe. Mais sinon vous n'aurez personne. Bien, allez, on va essayer d'évoluer. Mohamed Mara, on parle de cette question, le Bien débat. sûr. Bien sûr, mais pour résumer ce passage, je dirais ça sera sans les $5,000, bien entendu, quoi. Voilà, par rapport à la CENI. Maintenant, Moi, je peux dire que moi, je n'ai pas donné beaucoup. Hein. Les grandes gueules. Monsieur Touré, tout à l'heure, Bien que j'ai rien donné d'ailleurs en plus. Les grandes tout à l'heure, gueules. vous disiez que la date de 2020 pour la tenue de la prochaine présidentielle est indiscutable pour vous. Non négociable. Non négociable pour vous. Dites-nous, ce sera avec ou sans M. Alpha Condé? Allez demander à Alpha Condé. Moi, je vous dis, ce qui est écrit dans ma constitution, c'est que les élections auront lieu à cette date-là. Donc, et je dis, ça ne sera pas reporté. Donc, tout. en aucun grandes cas, gueules. le président de l'UFR n'acceptera de retrouver M. Alpha Condé à Écoutez, une autre échéance à présidentielle. chaque jour, sa peine. Mais qu'est-ce que vous pensez de velléités supposées de la part du camp présidentiel et de M. Alpha Condé lui-même de vouloir briguer un troisième mandat à la tête de notre pays? Pour le moment, je considère que c'est des supputations. J'attends de savoir qu'est-ce qui va se dire. Et au moment venu, si les masques tombaient? Les grandes gueules. Vous me recevrez ici. Bien. Bien. Le président Sidia Touré, invité ce matin chez les grandes gueules. On va essayer de parler du cas, le cas Baïdi Haribo, parce que c'est de lui qu'il s'agit. On ne sait pas aujourd'hui s'il est de l'UFR, s'il est de RPG Arc-en-Ciel à la fin du compte. Parce qu'on le voit, Voilà. on le voit Écoutez, nous sommes plusieurs fois aux côtés du on président est Alpha en Condé. pleine restructuration du parti, comme je vous l'ai dit. Nous avons terminé les textes, mais de grâce, ne m'amenez pas en tant que leader politique ici de venir parler des uns et des autres. Le parti tranchera ces questions et vous en serez informés. En clair, quand vous dites que le parti va trancher, Mohamed Mara, Mais bien sûr. Est-ce qu'au sortir de cette restructuration, on aura toujours le même secrétaire exécutif? Ah, écoutez, c'est pas la peine, on fait les restructurations. Vous allez avoir la primeur des restructurations une fois que c'est fait. bien. Les grandes gueules. Baïdi, il est toujours de l'UFR ou pas? Écoutez, demandez à Baïdi. Bien. Non, à l'instant T où nous parlons, il est toujours un Il n'a cadre. pas démissionné encore. Il n'a pas démissionné. Mais est-ce qu'il Encore. vient, il participe Attention. aux activités du parti ou pas? Il vient à certaines réunions, mais il n'a pas encore démissionné en tout cas. Voilà, il n'a pas Officiellement. encore démissionné. Officiellement. On s'aligne entre les lignes. On va essayer de parler maintenant. Oui, justement, toujours sur le cas Baïdi, je voulais juste poser cette dernière question. Les si vous grandes permettez, gueules. monsieur le président de l'UFR. Parce que beaucoup d'observateurs pensent que c'est lui qui a été le principal artisan de ce rapprochement entre vous et le président Alpha Condé. Confirmez-nous que cela est vrai et dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il vous a embarqué dans une aventure? Dans la classe politique guinéenne actuelle, je suis peut-être celui qui connaît le plus Alpha Condé. Je le connais depuis 39 ans. Donc vraiment, je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour discuter avec lui. Même quand on ne se parlait pas officiellement, on se parlait officieusement. Donc ça, c'est la perception des gens. Envoyer quelqu'un pour faire une commission, cela ne veut pas dire que vous en êtes l'initiateur. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Bien. On parle agriculture et élevage, Madame Yoro, dans cette émission. L'élevage, allez-y. Moi, je voulais, avant qu'on aborde ce sujet-là, parler de la question des MUFA. On a vu le président récemment à l'intérieur du pays, les mutuelles de financement. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez pour l'autonomisation des femmes? C'est vrai que quelquefois, il y a beaucoup plus de promesses que d'actes concrets sur le terrain. Mais est-ce que vous pensez que c'est un procédé qui peut contribuer à la fin à l'autonomisation des femmes rurales? J'ai rencontré plusieurs fois le banquier qui est chargé de ce dossier et qui fait un travail acceptable au niveau des femmes, je dois dire honnêtement. Mais attention, l'impact d'un phénomène comme cela est franchement extrêmement réduit.
Cela ne touche pas 1% des femmes dont on veut parler. Si vous mettez les femmes dans l'agriculture, cela n'a rien à voir. Mais il est certain que, moi j'ai regardé ça, je suis extrêmement intéressé par le travail qu'il fait, à condition qu'on ne lui retire pas ça pour le politiser complètement. Voilà, mais le problème des femmes guinéennes, c'est loin d'être résolu, bien sûr, par ça. C'est vraiment très loin. Oui. Vous étiez à Nzérékoré, vous avez participé aux côtés du chef de l'État aux Journées nationales de l'agriculture. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous pensez que ces rencontres telles qu'initiées par le chef de l'État, journée dédiée à l'élevage, à l'agriculture, est-ce que c'est un procédé dont on peut tirer profit pour faire avancer les choses dans ces secteurs? Et deuxième question sur la filière anacarde. C'est une filière aujourd'hui qui apparemment souffre dans la région de Bokeh notamment. Les prix ont chuté. Et comment y faire face? Vous avez posé beaucoup de questions en même temps. Commençons par... Nzérékoré déjà. Nzérékoré, écoutez, je crois que le président a fait une visite à Nzérékoré, il est revenu. Le problème agricole n'est pas résolu parce qu'on a fait une visite là-bas. Nous étions ensemble. Nous avons été visiter quelques pépinières. Non, attention. Hein. Le problème agricole est un problème extrêmement sérieux. C'est un problème qui concerne 70% des populations de ce pays. Oui. Donc ça mérite réellement une attention particulière. D'abord, vous commencez par voir ça au niveau de l'affectation budgétaire. Quand je prends le ministère de l'élevage, on avait un de nos responsables qui était ministre de l'élevage, il avait un budget de 0,003%. Il n'y a pas de petit ministère. Ce sont les affectations et surtout les objectifs que vous fixez à ce genre de choses qui font que ça devient un grand ministère. Le problème agricole, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, est un problème extrêmement sérieux parce que je dis, plus de 2 tiers des populations guinéennes sont concernées par ça. On devrait y mettre un peu plus, honnêtement, d'efforts. Et donc, aller saluer les gens, vérifier, voir les pépinières, c'est bien. Mais je dis, il reste une politique agricole d'élevage, de pêche à définir encore en Guinée et à exécuter. Vous pensez qu'on est plus dans les annonces avec Alpha Condé qui annonce des tracteurs, qui annonce des rizeries? Vous m'amenez dans des débats politiciens, je vous dis ce qui doit être fait. Maintenant, chacun peut faire des déclarations, ce n'est pas un problème. Il y a une politique en tant que telle, est-ce qu'on a une politique qui en vaille la peine? Il y a une politique qui existe dans les PNDS, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a des projets là-dedans. Ils ne s'exécutent pas peut-être, mais ils existent. Hein. On a des gens qui ont rédigé des documents. Moi, je suis pour que, malheureusement, dans ce texte, la place qui doit être réservée au secteur agricole n'est pas ce que moi j'aurais souhaité. Mais sinon, il y a une identification d'un certain nombre de choses. La relance du projet coton, ainsi de suite, le problème de l'anacarde dont on va parler tantôt. Il y a des problèmes de ce genre qui existent et qui doivent... Mais vous devez donner l'exemple que cela se passe. Le chef de l'État n'est pas l'alpha et l'oméga de ces choses-là. Vous allez peut-être pour aller lancer quelque chose ou bien pour aller constater. Sinon, les visites en tant que telles, c'est très gentil. Le problème agricole, le problème de l'élevage, le problème de la pêche, ces problèmes demeurent les problèmes essentiels de notre pays. Ça, c'est clair. Oui. Justement, maintenant, sur l'anacarde, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce secteur? Non, c'est pas... J'avais 10 ans que je disais que j'allais faire un coup de gueule. Il y a deux choses. Il y a le problème de l'anacarde. Vous savez, quand nous avons eu ces rencontres avec le président Alpha Condé au début de 2016, j'avais lancé un prix de référence de l'anacarde. Et j'avais souhaité qu'on fasse un investissement massif dans ce secteur. Malheureusement, c'est parti dans tous les sens. En 6 mois, 8 mois, on m'a dit qu'on a fait planter 200 000 hectares d'anacarde. Je crois que j'étais avec le président un jour, et je parlais avec ces gens, je lui ai dit de mettre son téléphone sur un haut-parleur. Et puis je leur ai dit, c'est vous qui avez dit ça au président que vous avez... Je dis, mais vous racontez des histoires. Dans une année, un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas faire 20 000 hectares de ça. C'est extrêmement important. La plantation, ce n'est pas semer des arachides. Il faut commencer par avoir, pour ces plants-là, il faut avoir une pépinière. Il faut les garder, il faut mettre de l'engrais là-dessus. Il faut répertorier votre forêt, le couper, le brûler, faire le piquetage, faire les troisons, ensuite les planter et les suivre. Est-ce que vos gens, vous savez qui a planté quoi? On me dit non, qu'ils ont fait ça comme des arachides. Non, je dis, ça, c'est pas de la plantation. Oui. Donc, c'est un problème qui est extrême. Comme beaucoup de gens s'y étaient engagés,
en Haute-Guinée et dans la zone de Bokeh, il fallait les encourager. On a donné un prix de référence, à un moment donné, ces prix sont montés. Mais il appartient à l'État de surveiller ça. J'ai dit que l'État devait fixer un prix de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous engagez à ce que quand c'est plus bas que ça et que la qualité est conforme, vous donnez l'argent aux paysans pour qu'ils n'abandonnent pas ces plantations pour aller faire autre chose. C'est comme ça que c'est organisé partout au monde. Même aux États-Unis, le coton est subventionné. J'ai dit qu'on devait lancer le coton, relancer le coton également en Haute-Guinée. En 1996, quand j'arrivais, il était à 4 000 tonnes. En partant, je l'ai laissé à 40 000 tonnes. Aujourd'hui, il est à 2 000. Donc, il faut qu'on se parle sérieusement. Et comme ce sont des gens dont on parle là, qui représentent la majorité des Guinéens, de grâce, quoi, qu'on prenne ça avec un peu plus de sérieux. Voilà, et ça me semble important. D'Abola, le problème de l'arachide, je voulais en parler aussi. Pourquoi? J'ai été franchement mortifié par le problème de Dabola. Vous faites de l'agriculture pour arriver à l'agrobusiness. C'est-à-dire quoi? Arriver à transformer votre production en produit fini, ce qui vous rapporte beaucoup plus d'argent. On avait la possibilité d'avoir une usine qui a été mise en place par le patron de Castel, Pierre Castel, que je connais bien d'ailleurs, qui avait fait cette usine-là. Il fallait trouver 80 000 tonnes d'arachide pour pouvoir alimenter l'usine. Mais on ne peut pas être incapable dans la zone de Dabola de trouver 80 000 tonnes. Ils ne sont pas là. Voilà l'agriculture. Vous y envoyez des agents, vous financez le système, vous les permettez de trouver les semences qu'il faut et on commence à cultiver. Vous allez avoir 100 000 personnes qui vont travailler là pour alimenter cette usine-là. Vous la fermez, on ramasse tout ça et puis on s'en va. Mais on a réglé quoi? Comment on peut parler d'agriculture si on ne peut pas régler des problèmes aussi élémentaires? Donc là, vraiment, c'est deux sujets sur lesquels ce matin, je comptais... C'est moi qui voulais... Les grandes gueules. Toujours sur la filière anacarde du côté de Bokeh, il y a une situation qui est en train de couver. Récemment, on a interdit l'achat justement des produits par les Indiens à cause d'une certaine surenchère qui existe là-bas. Je ne sais pas si vous suivez réellement la chose. Récemment, on a interpellé par des citoyens qui disent que les produits sont là et qui risquent, les populations risquent de se retrouver dans une situation vraiment compliquée parce que les Indiens qui achetaient réellement ne sont plus là et ils n'ont plus beaucoup de personnes, donc les produits risquent de se gâter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes au bain de ce qui se passe réellement de ce côté? Oui, puisque moi-même j'ai planté de l'anacarde de 40 hectares. La réalité c'est quoi? C'est qu'en Guinée, on ne prend pas ce secteur au sérieux. C'est ça la vérité. Tous les Guinéens sont fonctionnaires. Tout le monde pense que ton travail consiste à être dans un bureau. Et que quand quelqu'un est là-bas et qu'il est en train de faire quelque chose dans l'élevage, c'est que lui, ce n'est pas un agent économique du même niveau que vous. Donc ça, c'est une réalité. J'ai demandé à l'époque qu'on crée un conseil de l'anacarde et du coton. Comme ailleurs. Il y a le Cocoa Board au Ghana, il y a la caisse de stabilisation qui a été transformée en un conseil café-cacao en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Pourquoi? C'est pour justement permettre à ce que ces gens aient une structure à laquelle ils peuvent s'adresser. Ce qui s'est passé, quand les prix sont montés à un certain niveau, certains de nos gens chez nous ici, qui veulent toujours avoir des bénéfices, sont intervenus auprès du gouvernement pour dire que ah oui, les gens achètent, ils sortent avec. Mais pour le paysan, c'est la même chose. L'essentiel pour le paysan, c'est qu'on lui achète son produit. Si vous ne lui achetez pas son produit au prix qui est indiqué, qui est normal, qui lui permet de rentrer dans ses fonds, l'année prochaine, il ne plante plus. Les grandes gueules. Ça n'occupe plus. Donc c'est une erreur monumentale qui a fait que on a interdit aux Indiens et autres d'acheter l'anacarde, mais il n'y avait pas de structure en Guinée pour faire le travail. Les cours sont tombés, les gens ont leur anacarde sur le bras. L'année prochaine, vous allez voir ce qui va arriver. Voilà. Ils vont chercher la route de Bissau pour aller vendre là-bas. Bien, on va aller très vite. 10 minutes à passer, allez-y. Alors, quand on parle de l'agriculture et d'élevage, c'est vrai que dans la tête de beaucoup, c'est un problème de l'État. Mais justement, il y a des particuliers, il y a des privés, il y a des gros entrepreneurs qui ont assez d'argent. Quel cadre aujourd'hui offrir à ces gens pour investir et parallèlement offrir de l'emploi aux Guinéens? Mais non, mais je suis parfaitement dans le sens de ce que vous dites. Ce n'est pas un problème de l'État. L'État, c'est l'assistance. L'État, c'est l'organisation. L'État, c'est aider à ce que ces entrepreneurs-là, gros ou tout petits, puissent prospérer. Vous comprenez? Par exemple, quand un pays comme la Côte d'Ivoire a voulu empêcher qu'on importe du poulet, on a encouragé les jeunes gens à faire des poulaillers.
Parmi eux s'est battu. Il est devenu aujourd'hui le roi du poulet. Il a un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Pourquoi? Parce que tous ceux qui achètent le poulet, ils le lui vendent. Lui, il fait l'abattage. Ce qui fait que le pays n'importe plus du poulet d'ailleurs. Ainsi de suite. Mais c'est l'organisation. C'est uniquement ça. Ouais. Je n'ai pas dit à l'État d'aller faire de l'agriculture. Ah, surtout pas. Je demande à l'État d'assister les grandes gueules, les grands, les petits, les moyens, de mettre des structures qui permettent d'assister ces gens et de les aider à produire, à stocker, à avoir les semences quand il le faut, les engrais quand il le faut, mais également à vendre à des prix qui sont acceptables. Là, vous créez de la richesse. Sinon, on restera dans les mines et on n'en sortira jamais. Bien. Voilà. On va d'ailleurs parler en filigrane, Titi, mine, environnement, énergie, entre autres. Et énergie. Surtout l'industrie. Surtout, un mot du secteur de l'énergie. Est-ce que vous pensez que les perspectives s'annoncent bonnes pour la Guinée avec tous les investissements qui sont faits dans ce secteur-là? Le barrage de Swapiti est en cours de réalisation. Amaria aussi lancé. Vous pensez que c'est un secteur dans lequel au minimum, l'actuelle gouvernance a des résultats. Et de l'autre côté, dans le secteur des mines, on continue d'assister à la signature, à l'appel de beaucoup de conventions dans la zone de Bokeh, dans la zone de Kindia, etc., etc. Est-ce que la Guinée est véritablement sur la bonne voie pour tirer le meilleur profit de ces mines? Comment vous regardez ces accords, ces conventions? Là où des fois nous avons des désaccords, c'est ça. Est-ce que c'est des bons résultats? Écoutez, est-ce que vous avez l'électricité? Les grandes gueules. Je vous demande, est-ce que les perspectives s'annoncent bonnes? Laissez les perspectives là. Vous avez du courant? Il y a deux barrages. Les grandes gueules. Non mais, moi je vous ai posé une question. Il y a le barrage de Swapiti. Avez-vous du courant? Les grandes gueules. Pour le moment, je n'ai pas de courant. Si tu n'as pas de courant, je vous ai posé une question sur les perspectives, monsieur Sidia. Laissez les perspectives. Ce qui m'intéresse, ça se pose comme question. Non, attendez, je peux pas, tu viens pas me dire quand tu vas voir Hiro, tu vas pas lui dire Hiro, est-ce que tu auras à manger après-demain? Les grandes gueules. Il faut faire les choses. Ouais, mais on les fait. Mais je ne veux Et c'est en train d'être fait. Dans ce cas, vous répondez à votre question. Mais les projets dont je parle, Swapiti est en train d'être fait, c'est pas quand même une invention. Est-ce que vous avez du courant aujourd'hui? Moi, je vous ai posé une question sur les perspectives. Je pose une question. Non. Avez-vous du courant? Il y a à l'instant T, il y a la réalité du moment, M. Sidia Touré, il y a la réalité du moment, mais il y a les projets qui sont en train d'être menés par l'actuelle gouvernance. Est-ce que vous croyez que à terme, ces projets pourront permettre à la Guinée d'atteindre une certaine autonomie énergétique, ce qui est l'ambition du chef de l'État d'ailleurs. Mais tout le monde connaît les réalités du moment. C'est quoi les réalités du moment? Les réalités il y a un déficit énergétique important, mais qui pourrait être comblé, M. Sidia Touré. Je vous amène à vous prononcer sur ces perspectives, ces investissements. Demain, si vous voulez, après-demain, nous pourrons raser gratis. Après-demain, vous aurez des villas ici, vous aurez des grandes gueules. Des hélicoptères. Vous n'y croyez pas? Non, j'y crois. Non. Les barrages, c'est quelque chose d'important. Oui. Ça va donner du courant. Hein? Ouais. Seulement, en attendant, je vis en Guinée aujourd'hui. Ouais. Non, mais il n'y a pas que ça comme problème. Moi, je vous dis... C'est la question posée, en fait. Les grandes gueules. Elle sert à quoi? Ouais. Nous sommes là pour parler de la situation des gens et non pas des perspectives. Oui. Les perspectives, oui, les barrages qui sont là, quand ils seront terminés, il y aura assez de courant pour la région de Conakry. Bien sûr, ça ne concerne pas la forêt et la Haute-Guinée, hein, il faut qu'on s'entende bien. Parce que si vous commencez à tirer les lignes ici, ça coûte plus cher que la construction des barrages. Donc, je vous dis, oui, il y aura des barrages, mais ce sera d'ici 2020, ça. On aura passé 10 ans en attendant la 8e année aujourd'hui. Je suis désolé, hein. Avons-nous du courant? Non. Donc il y a un problème. Voilà, moi c'est ça que je veux qu'on arrive à résoudre. Et qu'on arrête de me dire que c'est simplement un problème de barrage. L'électricité à Nouakchott, ce n'est pas les barrages qui donnent. L'électricité au Mali, ce n'est pas les barrages qui donnent. Donc il faut qu'on se dise pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'électricité à Conakry. On me dit, dans le cadre du Fonds monétaire, les gars demandent également qu'il n'y ait pas de subvention donnée à EDG. Mais EDG, il faut déjà que EDG soit correctement géré. Si c'est correctement géré, qu'ils achètent du carburant au prix normal et que la gestion est meilleure, mais vous n'aurez pas de subvention à leur donner. Pourquoi les compagnies d'électricité gagnent de l'argent dans la sous-région? Non, il faut poser les problèmes comme elles sont. La perspective, elle est bonne. Quand vous regardez le PNDS, tout est bon. Moi, je n'ai rien contre. Mais la réalisation, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes transporté, vous avez, comment vais-je dire ça, des bus pour vous transporter à Conakry? Oui, il y a une perspective pour avoir des trains. Oui, il y a une perspective. Aujourd'hui, il n'y a pas de bus pour vous transporter. Et vous avez des gens qui font des arrêtés pour dire qu'il n'y a plus de mototaxi. Il faut arrêter quoi un peu. Pas... Bien. Allez, Sidia Touré ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Écoutez, M. Sidia Touré, on a l'impression qu'on est en train de faire miroiter un rêve aux Guinéens parce qu'à l'écouter après Swapiti Amaria, c'est Conakry uniquement qui aura normalement... Guinée, une partie de la moindre Guinée aura le courant. Donc pas toute la Guinée, alors qu'on fait croire aux gens qu'on en aura tellement, on en aura suffisamment pour revendre à l'international. Non, si, on aura. On aura suffisamment de courant dans cette région. Au point de revendre de le revendre à la Bissau, au Sénégal, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as 540 MW qui vont sortir au niveau de Swapiti. Le problème, c'est que le transport de cette électricité en Haute-Guinée et en forêt, c'est aussi cher que de construire un barrage. Donc il faut peut-être réfléchir à autre chose de ce côté. Voilà pourquoi les gens font de l'interconnexion. Ils échangent le courant d'un pays à l'autre. Nous, on ne l'a pas fait. Voilà, c'est tout. Voilà le président de l'UFR ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.